Aper, le sanglier en latin. Aper, un vêtement à votre identité. Avec Aper, sortez des marques woke. Ligne droite. Le grand réveil. Et donc nous retrouvons nos invités ce matin pour ce grand réveil. Pierre Conessa, ancien haut fonctionnaire, spécialiste des questions de géopolitique et essayiste, auteur notamment de Dr Saoud et Monsieur Djihad aux éditions Robert Laffont. Avec Dieu, on ne discute pas les radicalismes religieux et dernièrement Vendre la guerre, le complexe militaro-intellectuel. Et puis nous sommes également avec Antoine-Joseph Assaf qui nous fait la surprise même de venir en studio. Bonjour monsieur. J'ai voulu faire une statue de neige devant la radio, quoi. Alors vous êtes patron d'émission chez Radio Courtoisie, écrivain, philosophe, docteur d'État de la Sorbonne, conférencier à l'école navale et de guerre et dans plusieurs pays européens, en Russie, aux États-Unis, conseiller politique et capitaine de frégate de réserve, auteur de Les racines de l'islam radical aux éditions Erol, qui a reçu le prix Vauban, et l'islam radical aux mêmes éditions et le même prix. Merci à tous les deux donc d'être avec nous. On va commencer par vous, Pierre Conessa. On vous avait reçu il y a quelques mois pour une émission qui avait pour titre « Benjamin Netanyahou est-il inarrêtable ?» Alors, commençons par là. Est-ce que ce mandat d'arrêt qui a été émis par la Cour pénale internationale, ça vient marquer un coup d'arrêt justement à toute la stratégie et presque l'épopée Netanyahou ? Oh non, certainement pas. D'abord parce qu'Israël n'a pas signé le traité de Rome, donc ce n'est pas un État membre, que l'essentiel des pays dans lesquels, effectivement, toutes les très grandes puissances ont refusé de signer ce traité, donc de toute façon, Netanyahou pourra se balader encore dans un certain nombre de pays, notamment aux États-Unis, et il ne sera pas arrêté. Ce sont les Européens qui sont éventuellement contraints à faire quelque chose si Benjamin Netanyahou se déplace. Cela dit, Benjamin Netanyahou, effectivement, joue la victimologie. Il va expliquer que la Cour pénale internationale est antisémite quand elle décide de lancer un mandat d'arrêt contre lui et contre le chef du Hamas. Donc, il est bizarrement antisémite comme Cour pénale. Donc, vous voyez, on est sur une logique de défense qui est toujours la même. Si vous attaquez Israël, c'est que vous êtes antisémite. Bon, c'est un peu usé, quoi. Ouais. Alors justement, Antoine-Joseph Assaf, Pierre Conessa nous parle de cet argument qui a été énormément remis sur la table. Je me suis amusée à écouter les autres médias hier soir et quelque chose qui revient énormément, c'est comment peut-on mettre Benjamin Netanyahou sur le même banc que ce chef du Hamas ? Alors justement, effectivement, comment ? Est-ce que selon vous, c'est justifié ? On ne peut pas parler de justifié ou pas. Il y a une situation de guerre au Proche-Orient qui fait qu'aujourd'hui, après des millénaires, beaucoup d'Israéliens, d'ailleurs, ceux qui veulent réfléchir sur l'avenir d'Israël, disent finalement le rapport David-Goliath s'est renversé. Goliath, maintenant, c'est Israël, et David, ce sont les petits Palestiniens. N'empêche, du côté palestinien, leur stratégie, si l'on revient à celle du Mufti de Jérusalem en 1941, son disciple Arafat, formé par le Waffen-SS, et puis maintenant Hamas, est complètement irrationnelle. C'est des gens qui se sont attaqués au roi de Jordanie en 70 pour sauver la Palestine et la créer, qui se sont attaqués aux chrétiens libanais en 75, provoquer une guerre qu'on appelle civile mais qui n'a rien de civil, Arafat. Et chaque fois, les Palestiniens nous surprennent. Et là, la dernière surprise, Hamas qui s'attaque à des villages de kibbutz où il y a des socialistes qui défendent les droits des Bédouins, où se trouvent dans ces villages des hommes d'affaires, des politiques qui font travailler des Gazaouites et qui sont salariés chez eux et qui veulent se rapprocher, beaucoup d'entre eux, d'une certaine coexistence avec les Arabes. Alors, bon, Netanyahou il ne faut pas oublier non plus, au lieu de parler de ce jugement, de ce tribunal international qui énerve Biden à la fin de son mandat, il y a aussi l'autre énervement de l'état-major de l'armée qui voit 7 heures de silence avant qu'on réponde à ces attaques qui ont provoqué, bien sûr, beaucoup plus de massacres, d'enlèvements de civils, alors qu'une heure d'attaque de Hamas avec une riposte rapide de l'armée israélienne qui aurait été possible, à mon avis, aurait pu se contenter d'une dizaine de soldats enlevés. Donc, Netanyahou utilise, bien sûr, le langage de l'antisémitisme ne passe plus, parce qu'on n'est pas... Alors que les massacres de kibbutz passent un peu plus pour le pogrom,
et le bombardement des habitants de Galilée par le Hezbollah, encore plus pendant un an, plus de 11 000 missiles sur la tête. Et le peuple du Nord, qu'on appelle toujours le peuple célèbre du Nord, a appelé l'armée d'Israël à le sauver, à se débarrasser de Hezbollah. De ce côté, il est légitime, il veut se rattraper par là. Du côté de Gaza, on a dépassé le nombre de civils, la vengeance, et je crois que, vu que les États-Unis appuient Israël, il n'y a aucune chance. Ça va peut-être le déranger dans ses déplacements. Borrell dit que ça sera appliqué. Pour moi, ce sont un peu les dernières résistances politiques d'une soi-disant indépendance politique européenne et une Union européenne qui agonise, à mon avis. On va en reparler, mais avant cela, Pierre Conessa, finalement, ce jugement, c'est plutôt la démesure de Netanyahou qui est pointée du doigt plutôt que la réaction. Ce que la communauté internationale essaie d'exprimer, c'est le premier désaccord officiel et concret concernant la politique de Netanyahou. Moi, je voudrais revenir une minute sur le qualificatif de terroriste. Je rappellerai que le groupe Stern a assassiné le comte Bernadotte, qui était le représentant de l'ONU, ainsi qu'un colonel français, qui était effectivement dans la même voiture, en 1947, parce que ces deux personnes étaient mandatées par l'ONU pour un partage et à égalité de la Palestine. Bon. Donc, quand j'entends les Israéliens se plaindre d'être victimes du terrorisme, n'oubliez pas que le groupe Stern avait tué près de 250 victimes civiles avant l'indépendance d'Israël. Donc, il ne faut pas tout à coup devenir un espèce de chevalier blanc quand on oublie sa propre histoire. Ça, c'est la première chose. Maintenant que la communauté internationale, en particulier occidentale, et vis-à-vis d'Israël, une espèce de dette qu'elle a toujours du mal à effectivement assumer, puisque nous avons été, nous, occidentaux en général, par notre antisémitisme, les plus grands massacreurs de juifs. Maintenant, comme dit Chalian, si vous voulez, la capacité des anciennes victimes à devenir des bourreaux laisse bien augurer de l'avenir de l'espèce. On ne peut pas continuellement jouer de son statut de victime, si vous voulez, encore une fois, pour se livrer à des crimes comme ceux qui se passent à Gaza. Les derniers chiffres du Hamas, je ne sais pas ce qu'il faut en penser, mais on serait à 47 000 victimes, plus dont des enfants. Donc moi, je ne connais pas de bombardement aérien qui fasse la différence entre une femme, une victime, un terroriste et un enfant. Donc il y a effectivement de quoi dénoncer des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. On peut également rebondir sur ce qui s'est passé au Liban. Antoine-Joseph Assaf, on vous avait reçu à ce propos. Israël qui s'attaque justement aux frontières libanaises, au sud Liban. Alors aujourd'hui, où est-ce que ça en est ? Et puis justement, est-ce qu'on peut imaginer que Netanyahou va calmer un petit peu son ardeur sur le terrain libanais ? Malheureusement pour le Hezbollah, tous les Libanais le savent maintenant, la communauté chrétienne et sunnite s'ouvre aux réfugiés chiites. Il s'ouvre aussi politiquement à ces 14 députés chiites qui sont Hezbollah du Parlement, aussi ministres, pour leur dire à la libanaise, vous avez été trahis par les Iraniens, qu'est-ce que vous attendez pour les quitter ? Tournez-vous vers le Liban, 1 500 000 chiites au Liban, la plus grande communauté avant la chrétienne, bon, elle est 1 100 000, les druzes sont 250 000, les sunnites 700 000, ils ont leur place politiquement. Vous ne pouvez pas déporter 1 500 000, ils ont un parti politique et ils sont encore sous le choc de l'assassinat de Nasrallah. Nasrallah est une personnalité éminente et il avait le droit d'ailleurs, par les mollahs eux-mêmes, de prendre des initiatives indépendantes, de stratégie. Il a même négocié avec eux un cessez-le-feu terrestre avec Israël, comme c'est lui qui a négocié le cessez-le-feu, je veux dire les négociations maritimes pour le gaz. Et d'un seul coup, cet homme se trouve assassiné avec un général iranien qui pose un lapin à la Réunion et disparaît avant. Donc, la communauté chiite libanaise aujourd'hui, avec son nouveau chef Qassem, qui est très politique et qui parle d'une négociation possible, mais il ajoute sa formule avec nos propres termes. C'est-à-dire, on voit un Hezbollah qui se libanise petit à petit parce qu'il n'aura plus les $1 milliard annuels. C'est certain, le nouveau président Massad ne les donnera pas. La mairie de Téhéran non plus. Et ils sont en train progressivement de se libaniser et peut-être négocier sans perdre complètement la face, alors qu'ils ont perdu presque les 3/4 de leurs forces, leurs lance-missiles, leur système de communication. Ils sont complètement observés par la flotte américaine. Le dernier chef en question, Qassem, s'il dépasse le discours diplomatique pour menacer de nouveau les habitants de Galilée, il sera assassiné le jour même. Donc ils savent très bien, et bien sûr, sans oublier que les chefs iraniens les ont complètement abandonnés.
et le président lui-même qui attend peut-être le retour d'une opposition pour composer. Les moullas, Khatimi et les autres, ils ont peur d'être assassinés sur leur propre terrain. Donc on sait très bien aujourd'hui que ce peuple iranien qui a fondé toutes ces milices est en train de les lâcher tous. Netanyahou est au courant de cette stratégie. La preuve, 2 formules avant d'écouter qu'on ait ça de nouveau. Il a demandé à l'armée libanaise de venir vers le sud. Alors, c'est quoi cette armée ennemie du Liban qui demande à l'armée ennemie de venir assurer les frontières ? Et il dit au peuple libanais, sachez que nous sommes en train de perdre des hommes et des soldats sur vos terrains, pas seulement pour assurer la sécurité de Galilée, cela va de soi, mais aussi pour faire appliquer les résolutions de 1701, désarmement des milices Hezbollah et éloignement de cette milice au-delà du Litanie, que vous, les Libanais, votre gouvernement, aurez dû appliquer. Donc nous sommes en train de mourir pour votre état de droit. Et là, il est très fort, Netanyahou, parce qu'il met les Libanais entre eux, et beaucoup de Libanais le croient, que finalement cette résolution n'a pas été appliquée parce que le Hezbollah refusait l'arrivée de l'armée libanaise, refusait de coordonner avec la FINUL, construisait des tunnels et même il lui arrivait de tuer des soldats, le malheureux soldat irlandais de 24 ans, assassiné dans un village de Hezbollah, sans oublier d'autres humiliations. Voilà où se trouve Netanyahou au Liban, dans cette perspective de dire, et puis le ministre des Affaires étrangères, il l'a dit, quand nous allons normaliser avec les accords d'Abraham, c'est-à-dire avec l'arrivée de Trump, le Liban doit être sur la liste des pays qui normalisent. Et on vous appelle, ça c'est Netanyahou qui, les Libanais, à signer un accord direct avec nous, laissez les Iraniens, et le Hezbollah doit se rendre compte, ou ces milices rejoignent l'armée libanaise et sont désarmées, ou bien il subira la perte totale et la destruction de ces quartiers. C'est impressionnant la manière dont ils détruisent le quartier de la banlieue sud. Vous ne pouvez pas imaginer. Alors justement, Pierre Conessa, comment vous réagissez, vous, quand vous entendez les Israéliens expliquer qu'aujourd'hui ils se battent sur le sol libanais pour défendre aussi l'état de droit libanais ? Non, moi je crois qu'il y a une logique de régionalisation du conflit de la tête de Netanyahou. N'oubliez pas quand même que Netanyahou est fondamentalement soutenu par un radicalisme juif. Ce radicalisme juif a une même légitimation de la violence que les salafistes, c'est-à-dire que la cause religieuse peut justifier n'importe quelle chose. Moi je voudrais faire une remarque. La médiatisation du conflit ne signifie pas sa géopolitique. Ce qui se poursuit aujourd'hui et qui est masqué par l'actualité, c'est la colonisation continue de la Cisjordanie, c'est-à-dire la volonté de Netanyahou de tuer le dernier espoir palestinien. Vous avez plus de 700 000 colons juifs en Cisjordanie, dans des routes protégées par l'armée, et à chaque fois qu'il y a un problème, si vous voulez, il y a un village palestinien qui est détruit, etc. Donc non, on est face à quelque chose où on a 2 radicalismes face à face. On a évidemment le Hamas, alors moi je ne reviendrai pas là-dessus, mais on a Netanyahou qui est un radical, qui est un extrémiste. Et le fait que la Cour pénale internationale les mette dos à dos me paraît une très saine attitude. Quelques mots, il nous reste quelques minutes. Quelques mots sur Trump, Pierre Conessa. On attend effectivement sa prise de pouvoir aux États-Unis. Comment est-ce qu'il va se positionner justement dans cette opposition à Netanyahou, enfin cette opposition en tout cas de la Cour pénale internationale? Écoutez, moi je veux pas me livrer à des commentaires sur Trump, d'abord parce que je le connais pas, puis parce que l'individu, dans le seul souvenir que j'en ai, c'est qu'il fait sa première campagne électorale en dénonçant l'Arabie Saoudite, et quand il est président, il fait son premier voyage officiel en Arabie Saoudite. Donc je n'ai pas tendance à considérer que le personnage est un individu sur lequel on puisse se livrer à des analyses rationnelles. Non, c'est un élu fondamentalement américain, c'est-à-dire quelqu'un pour qui le reste du monde est une espèce de dépendance. Et donc, il croit qu'il peut discuter de n'importe quoi, n'importe comment. Bon, c'est triste à dire, mais enfin bon, c'est la plus grande démocratie du monde. Quand on porte au pouvoir un individu comme celui-là, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Personne ne peut le dire aujourd'hui. Personne. Antoine-Joseph Assaf, personne ne peut le dire, mais bon, peut-être quelques mots à ce propos. On sait que Donald Trump essaie de se positionner comme un pacifiste. Est-ce que il ne pourrait pas amoindrir le soutien des États-Unis aujourd'hui, un Netanyahou qui s'est laissé emporter dans une folie guerrière?
pour moi, Trump, sans rentrer dans la psychologie de sa personnalité, bien sûr, il peut être imprévisible, il peut jouer au golf et considérer parce qu'il a gagné au golf, il gagnera dans le monde. C'est une autre perspective. Mais pour le Proche-Orient, il a déjà un plan qui est commencé par son gendre Kushner qui s'appelle les accords d'Abraham's Act. Et à partir de là, il va même obliger Israël à la suivre. C'est-à-dire, il veut inclure, en plus de l'Arabie Saoudite, avec qui il joue le dealer, les provoquer, puis après obliger le jeune roi à reprendre la même ligne aérienne Riyad-Jérusalem. Il l'a fait, le roi. Et l'Arabie Saoudite, les Émirats et bientôt le Liban doivent normaliser et finir comme l'Égypte et la Jordanie. C'est ça le grand problème. Et il obligera même Israël, après avoir attaqué le Sud-Liban, à trouver une solution par l'application de la résolution avec la présence de l'armée libanaise. Et il est très proche de l'armée libanaise parce qu'il est le seul à l'aider avec des millions de dollars sans passer par le gouvernement. Et puis il y a le général en chef, le SEMA comme on dit en France, Joseph Aoun, qui n'a rien à voir avec le président sortant, qui lui est proposé par les Américains comme à la présidence. Et vous avez le gendre du Trump qui est libanais maronite et son père, le milliardaire de Florida aussi, il se retrouve entre milliardaires, va être nommé à la tête même de la diplomatie tout le pays arabe. Et il va imposer un président au Liban, il va imposer l'armée libanaise. Les Hezbollah ne sont plus à la hauteur aujourd'hui de menacer Israël comme il le faisait et de créer une sorte de concept de résistance. À partir de là, le Proche-Orient peut espérer qu'il y a une forme de rationalité dans la politique de Trump. Tout le reste, ce qu'il fera avec Elon Musk, les États-Unis, ça c'est, bien sûr, comme disait Conessa, il est très très américain. Et à partir de là, l'Amérique, la plus grande puissance du monde, montrera sa face au Proche-Orient. Bon, il y a encore beaucoup à dire, énormément même. Malheureusement, l'entretien arrive à sa fin. On vous recevra à nouveau probablement tous les deux pour en discuter plus longuement parce qu'on avait encore des dizaines de questions pour vous. Merci beaucoup Pierre Conessa d'avoir été avec nous. Ça nous a quand même permis de faire un point. Vous êtes ancien haut fonctionnaire spécialiste des questions de géopolitique et essayiste. Vous pouvez appeler la radio si jamais vous vous intéressez aux différents ouvrages de Pierre Conessa. On vous les redonnera. Et puis Antoine-Joseph Assaf, merci aussi d'avoir été avec nous. Vous êtes patron d'émission sur Radio Courtoisie, écrivain, philosophe, docteur d'État de la Sorbonne et conférencier à l'École navale de guerre et dans plusieurs pays européens. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous et puis on vous retrouve très bientôt. Merci à la jeune génération.